Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello à toi, entrepreneur en voie vers un business brillant et un mindset puissant. Que tu sois un habitué du podcast ou que tu nous rejoignes pour la première fois, c'est un plaisir de t'avoir ici. On sait bien que naviguer en tant qu'entrepreneur, et d'autant plus si tu es assez sensible, voire hypersensible, peut être un sacré défi, mais dans cet épisode, on va aborder quelque chose qui peut vraiment faire la différence, la confiance intérieure et comment la faire s'installer en toi. Prêt à plonger dans le monde de l'assurance intérieure pour faciliter ton expérience d'entrepreneur ? Allons-y. Donc, on va voir pour commencer comment cultiver la confiance intérieure. C'est ce qui va faire une grosse différence par la suite. Donc déjà, l'idée première, c'est la question de l'authenticité, de l'utiliser comme une sorte d'encre, quelque chose sur lequel tu reviens et qui va te permettre de te positionner et d'être vraiment bien ancré aussi, que ça soit dans ta vie, mais aussi dans ton entreprise et ton entreprise en ligne, si c'est ton cas. Regarde des entrepreneurs inspirants comme Brené Brown par exemple, qui ont réussi en étant authentiques. C'est un mot qui est un peu galvaudé parfois, mais l'idée c'est vraiment de laisser émaner de toi ce qui fait vraiment toi, ton parcours, tes apprentissages, tes qualités, tes failles. Maintenant, tu n'es pas obligé de tout partager, bien sûr, mais plus tu vas l'assumer, plus tu vas apprendre. Voilà, c'est tout un parcours à le laisser émaner de toi, à le révéler, finalement, ça va vraiment créer une sorte comme ça de synergie entre ta confiance, ton histoire et la connexion qu'il va y avoir en face et les personnes qui vont se retrouver en toi. Et ça va te permettre vraiment à la fois de créer cette fameuse connexion qui fait qu'on aura envie de revenir t'écouter, qu'on aura envie de venir travailler avec toi, et aussi que toi tu vas voir de plus en plus, tu vas pouvoir apprendre aussi à être à l'aise là-dedans et ça va se sentir. Voilà. Et l'idée c'est bien sûr, les gens ont souvent peur aussi de l'excès de confiance, mais en réalité à un moment donné, à partir du moment où tu es davantage toi-même, d'office il y aura des choses qui sont plus ou moins acquises, donc oui il y a peut-être certaines difficultés, mais c'est aussi ce qui va faire, on l'a vu parfois, ces aspérités, et donc ça va vraiment permettre à la fois avec ce combo de confiance et en même temps de réalité, ça va vraiment permettre d'avoir envie de te suivre avec la majorité des gens, de la bienveillance et de l'intérêt. Donc la confiance intérieure commence par être vraie avec toi-même et avec les autres, justement, quand tu appliques tout ça. Maintenant, on va voir l'idée, bien sûr, de la métaphore, donc du jardin secret, parce que j'y reviens de temps en temps, mais c'est intéressant, ça permet vraiment de le visualiser. Imagine ta confiance intérieure comme une sorte de jardin un peu secret. Tu prends le temps, comme ça, avec toi-même, de le cultiver, d'y semer des graines de constructivité, de positivité, d'acceptation, oui aussi de moments où on est moins dedans, c'est normal, et petit à petit d'y désherber tout ce qui t'aide pas en fait. Voilà, donc vraiment tu peux prendre le temps de le visualiser, même parfois on peut imaginer en nous une sorte de jardin avec ces fameuses pensées là qui nous tiraillent, qui nous tirent vers le bas. Ça peut être des choses du passé, ça peut être des choses que tu imagines pour plus tard, et en fait petit à petit tu désherbes un petit peu tout ça, mais en prenant le temps de se dire ok, je comprends, je l'ai eu là, je comprends pourquoi je suis comme ça, mais aujourd'hui je veux plus de ça en fait. Voilà, aujourd'hui j'ai envie d'avancer, aujourd'hui j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de changer mon état d'esprit, parce que c'est comme ça que je vais me sentir mieux. Je vais pas me renier, j'ai eu des moments comme ça où j'ai pensé comme ça, mais maintenant j'ai envie justement d'être beaucoup plus créateur en fait, et à la barre en fait de ma vie et de mon bateau à moi, on va dire. Si ce sujet t'intéresse, dis-moi en commentaire ou via mon Insta et je t'aiderai à changer ça, lors notamment des prochains podcasts et contenus, à t'aider justement à désherber petit à petit ces fameuses pensées plus négatives qui ne t'aident pas. C'est tout un programme et c'est hyper intéressant. Donc on verra ensemble maintenant quels sont les mythes de la confiance extérieure.
Parce qu'on parle de la confiance intérieure, mais on a aussi cette fameuse confiance extérieure qui se perçoit, qui émane. Alors, souvent, on a tendance à se comparer, mais le problème, c'est que la façon dont on le fait, elle n'est pas forcément effectivement constructive, elle est souvent un peu... elle a tendance à nous saboter, en fait. Steve Jobs a dit un jour, « Votre temps est limité, ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. » La confiance intérieure est nettement facilitée quand tu cesses de te comparer aux autres, ou en tout cas, tu peux déjà commencer par prendre conscience que tu le fais, et si c'est le cas, de la manière dont tu le fais, et le faire de façon constructive plutôt que de le faire en te dépréciant si tu as tendance à te rabaisser. Parce que souvent on a tendance à se voir au niveau 1 ou 2 en se comparant à la personne qui est pour ce point-là, ce sujet-là au point peut-être 15 et se dire vraiment je fais n'importe quoi, voilà, ça tient pas la route. Alors qu'en fait on voit pas ce par quoi cette personne est passée avant, on voit pas de quoi elle part. Et sur ce sujet-là, peut-être qu'elle est au niveau 15, mais peut-être que toi, tu t'en rends pas forcément compte ou que tu le sais, mais sur un autre point, elle est au niveau, entre guillemets, hein, si vraiment on met des niveaux, au niveau 3, alors que toi, tu es au niveau 18. Voilà. Il y en a, par exemple, la dimension dans laquelle ils sont hyper à l'aise, ça peut être au travail, alors que sur le plan plus personnel, ça va pas. Il y en a, ils vont avoir du mal dans les différents domaines, mais ils se rendent pas compte à quel point ils ont des qualités, ils ont une histoire qui, quand ils l'auront vraiment un peu mieux, on va dire, à accepter, mais aussi plutôt, parce que tout n'est pas forcément facile, intégrer en fait dans leur parcours pour pouvoir en faire quelque chose, bah, ça peut être vraiment quelque chose qui peut les faire aller aussi assez loin. Voilà. Il y a des personnes qui ont vécu des choses très dures et qui après ont tellement apporté parce qu'ils ont aussi vécu ça. Donc comme quoi parfois on peut avoir l'impression d'être à la traîne, mais selon comment on transforme tout ça, on peut aller vraiment loin. Et parfois on est à la traîne, entre guillemets, voilà, on s'en sort moins bien dans un domaine, mais en fait dans les autres domaines on s'en sort très bien. Moi j'ai des personnes qui m'ont dit avant j'y arrivais pas, mais maintenant super au travail, je suis hyper à l'aise, j'ai hyper confiance en moi, j'arrive à communiquer, à relationner super bien. Par contre quand je suis au niveau amoureux ou avec des amis, j'ai du mal. Donc voilà, ça ils l'ont bossé avec moi. Mais après, ça peut être l'inverse aussi, des personnes qui... moi, j'ai vu des personnes sur le plan familial, aucun problème. Par contre, quand ils se retrouvaient à travailler pour... souvent, c'était les premiers temps, mais ça peut être aussi des personnes qui ont... Bizarrement, mais c'est comme ça aussi de l'expérience, hein, souvent. En fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, ils vont se dire, je ne m'en sors pas au travail, par exemple. Voilà. Donc, la manière dont tu vas le faire, de te comparer, en gros, soit ça va... être fait à l'occasion et dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux en apprendre? Soit ça va être quelque chose qui te sabote. Mais la plupart du temps, quand tu passes trop de temps de toute façon à te comparer, c'est du temps que tu n'utilises pas à faire ce qui est essentiel pour toi et prioritaire. Donc voilà, vraiment, attention, la comparaison, souvent c'est un peu voilà quelque chose qu'on fait involontairement, mais on l'a développé. Mais en réalité, plus tu vas sortir de la comparaison et que tu vas le faire de façon constructive, plus tu vas y gagner. Voilà, vraiment. Donc c'est important plutôt que de continuer dans le sabotage et le fait de te rabaisser. Et ça cultive en plus tout ce qui est syndrome de l'imposteur, manque de confiance en soi, les cercles vicieux de ce genre-là. L'approbation externe, ça n'est pas le saint graal en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont tellement un manque d'estime d'elles-mêmes qu'elles tombent dans des mécanismes qui sont de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler la dépendance affective. C'est pas juste quand on est accro à quelqu'un qu'on n'arrive pas à quitter, hein. C'est aussi toutes les dynamiques autour du besoin d'être approuvé par les autres. Souvent c'est des personnes qui ont un tel manque d'estime d'elles-mêmes qu'elles en fait elles s'aiment pas, elles ont pas appris à s'aimer ou elles le font pas forcément pleinement. Et en fait ce qui se passe c'est qu'elles le recherchent chez les autres. Moi je sais que je suis passée par là des moments et c'est pas évident, mais ça se travaille et tout pareil, hein, comme tout ce qui est regard des autres et tout. En fait il y a un moment donné, ce qui se passe c'est que on recherche l'approbation externe. Est-ce que j'ai bien fait? Ah, il a vu que c'était bien. Ah, mais lui il aime pas. Et en fait on est trop dépendant de ça. Donc la comparaison c'est un saboteur quand c'est en plus trop fait ou pas bien fait. L'approbation externe pareil. En fait, en plus on est habitué à ça avec le système scolaire. Le système scolaire nous donne des notes. Tel prof nous a dit que c'était pas bien. Mais déjà si on regarde les différences, alors en fait il y a des études qui ont été faites qui montrent que les notes sont pas forcément toujours constructives, mais qu'en plus ce qui se passe c'est qu'il peut y avoir des différences qu'on appelle interjuges.
On peut avoir le prof A, le prof B, le prof C pour un même travail. Après, il faut voir aussi la question des barèmes. Voilà, parfois c'est plus ou moins rigoureux. Mais pour un même travail, quand c'est surtout souvent très subjectif, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, la personne A, le prof A, va peut-être donner 15, le prof B va peut-être donner 8, et le prof C va peut-être donner une note qui n'aura rien à voir avec tout ça. Donc, on se juge et s'attribue une valeur par rapport à ça. Genre, en fait, c'est pas juste. C'est pas sain. Donc, il faut vraiment remettre tout ça dans le contexte. Et il faut apprendre à se détacher, en fait, du regard, de l'approbation aussi externe, qu'elle soit d'ailleurs négative, mais aussi parfois, et c'est ça qui est un peu étrange, parce que même quand c'est positif, on va pas se dire, oh ouais, non, il m'a dit que c'était bien, c'est pas vrai. Ça, souvent, d'ailleurs, c'est un des marqueurs du syndrome de l'imposteur ou du manque de confiance en soi. Mais en fait, on va se dire, ok, il me dit ça. Et moi, je le fais passer par mon filtre interne. Qu'est-ce que je pense, en fait, de ça? Et si j'ai un filtre interne qui a tendance à prendre les choses de façon constructive, je vais peut-être me dire, ouais, ça c'est vrai, je le remarque, j'ai mis en place tel projet, c'est vrai, je me le serais pas dit sous ces mots-là, mais ça me parle. Et parfois, il y en a, ils vont dire, non, c'est pas vrai, c'est faux, je suis nulle de toute façon. Là, souvent, même si c'est vrai, ils vont rejeter parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se dire du bien d'eux-mêmes. Et il y en a, ils vont se dire, c'est encore autre chose, souvent ça c'est justement dans la dépendance affective, ils vont se dire, ah ouais, c'est vrai, alors il m'aime bien, donc c'est que je suis peut-être bien, et 2 minutes après, il se trouve nul. Donc là, clairement, l'approbation externe n'est pas le saint Graal. Ce qui compte, c'est comment tu avances, comment tu apprends, comment tu prends le temps de te découvrir, comment tu prends le temps aussi de donner ce dont tu as besoin. Et là, au fur et à mesure, en gros, si tu regardes ton parcours, tu vas voir que tu peux avoir moins besoin de l'approbation externe et tu seras moins sujet aussi à te descendre intérieurement si tu as justement des retours qui sont pas forcément constructifs ou pas sympas. Ça va vraiment t'aider donc pour développer cette fameuse confiance interne. Voilà. Et ça passe en se disant aussi que l'approbation externe n'est pas le saint Graal. Voilà. Donc regarde le parcours de figures comme Elon Musk, par exemple, mais ça peut être aussi des personnes dans ton entourage ou des gens moins célèbres qui ont suivi leur vision, malgré le scepticisme. La vraie confiance vient de croire en toi et en tes idées, même si les autres ne le font pas. Ça s'apprend et cela change clairement la vie quand tu le comprends et que tu commences vraiment à l'appliquer. Et ça, c'est ce qui fait aussi la différence, c'est quand tu continues parce que c'est important pour toi, parce que ça te parle, alors que les autres sont sceptiques. Alors c'est sûr que si c'est quelque chose qui est répréhensible par la loi ou quelque chose qui peut faire du tort et que ça, voilà, il faut que tu puisses prendre du recul là-dessus, c'est encore autre chose. Mais il y a un moment donné, en ce qui concerne les projets que tu pourrais avoir, prends les retours constructifs qui t'aident. Si par exemple on te dit effectivement peut-être que tu devrais t'y prendre d'une façon un petit peu plus organisée par exemple, et que tu te rends compte qu'effectivement tu vas y gagner en t'organisant, why not, tu le prends, c'est intéressant, tu peux en faire tien, parce que justement, voilà, ça correspond à ta problématique. Maintenant, si c'est quelqu'un qui dit, mais va pas là-dedans, y a pas de, tu vas rien y faire, c'est pas pour toi, c'est trop difficile, on gagne pas d'argent, les gens qui font ça, c'est pas un vrai métier, genre. Ça, scepticisme, hop, dehors, voilà, dehors. C'est sa projection, c'est sa peur. Ça dit plus de choses de cette personne que de toi, en fait. Voilà. Donc la vraie confiance vient de croire en toi, donc et en tes idées, même si les autres ne le font pas, ça s'apprend. Et si tu le fais, là, tu auras vraiment une différence par la suite. C'est comme ça que ça se travaille aussi, voilà, l'état d'esprit. Et ça va vraiment t'aider aussi en pratique. On a aussi, parce que là on parlait du mythe de la confiance extérieure, mais on a aussi le mythe de l'hyperactivité. Alors, moins, c'est parfois plus. En gros, tu peux aussi prendre l'exemple sur les entrepreneurs comme Tim Ferriss, par exemple, qui prônent la productivité sans l'excès. L'hyperactivité, et qui d'ailleurs souvent est plutôt une forme entre guillemets de manifestation. Alors, il y a des fonctionnements différents, ça on le voit, et parfois ça peut être aussi une sorte de manifestation de stress qui est mal géré, de pression qu'on se met, ou de fuite aussi de choses qu'on a à régler, et voilà, et dans ces cas-là on se met dans une hyperactivité. Ça peut nuire à la créativité et à la clarté mentale.
C'est pour ça que souvent d'ailleurs quand on prend un jour pour son entreprise, ce qu'on appelle le CIO Day, ce fameux jour pour prendre du recul sur son entreprise, on y voit plus clair généralement, surtout quand on prend l'habitude de le faire, voire même quitte au début à le faire avec quelqu'un d'extérieur qui nous y aide. Parce que justement, en fait, à un moment donné, ça va nous aider à mieux savoir vers quoi on veut avancer, par quelles étapes on va passer, comment on va s'y prendre, et après on va faire un feedback là-dessus, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève. Et ça, cette clarté mentale, c'est précieux. Beaucoup de personnes rêvent de cette clarté mentale, vraiment. Surtout les gens qui sont hyperactifs, souvent c'est des personnes, il y a beaucoup de personnes en tout cas qui ont ce genre d'hyperactivité, qui fuient le brouhaha mental qu'ils ont. Et ça, j'ai dit que je reviendrai d'ailleurs sur cet aspect-là aussi par la suite, parce que en fait, comment on fait taire les pensées plutôt négatives, mais aussi comment on fait du calme là-dedans, quoi. Comment on est plus clair, comment on est plus, au final, efficace aussi, mais comment on arrive à faire pour avoir cette clarté mentale, parce que souvent, quand on est dans cette hyperactivité, on a du mal à... C'est qu'on a du mal déjà à être dans la clarté mentale, et comme on est dans l'hyperactivité, en gros, on n'a même pas la clarté mentale. On n'arrive même pas à prendre le temps de faire de la clarté mentale. Voilà. Donc ça serait dommage de se tirer une balle dans le pied alors que tu veux bien faire. Et souvent d'ailleurs, c'est les gens qui veulent trop bien faire qui ont tendance à faire ça, à rentrer dans ce schéma-là de perfectionnisme, d'excès, de mettre des barrières trop hautes, de fuir les émotions désagréables, toutes ces choses-là. Donc trop vouloir bien faire ou ne pas se mettre de limites aussi, ça nuit plus qu'autre chose à tout projet. Donc il y a vraiment aussi l'action des limites. Déjà on a des limites, on va dire physiologiques. On a des limites, par exemple le fait qu'on ait besoin de dormir. Alors des gens plus que d'autres, mais quand même la moyenne on est plutôt autour de 7-8 heures. Donc en gros la majorité des personnes, elles ont besoin d'à peu près 8 heures. Donc si tu t'enlèves plusieurs heures et que tu veux faire beaucoup et que tu dors pas assez, si tu n'as pas la question des limites de tes besoins physiologiques, ça peut déjà être problématique. Mais il n'y a pas que ça. Si à un moment donné, on veut voir beaucoup de monde, on veut faire beaucoup de choses, on prend toutes les infos, on ne fait pas du tri dans tout ça, finalement, on n'a pas de limites. Et ces limites, si on les a pas, ça peut nous nuire. Parce qu'on ne se sera pas écouté, on n'aura pas mis en place ce qui nous correspond. On n'aura pas fait le tri qui nous aide à garder que ce qui nous aide. Voyez ? Voilà. Donc c'est intéressant de se poser la question des limites. Pareil, vaste sujet, mais hyper important qu'on en parle. Donc tout ça, ça va t'aider dans la mise en place de tes projets et donc dans ton avancement dans ton entreprise, mais aussi bien sûr sur ton bien-être. Et c'est parfois même une question de santé mentale d'ailleurs, quand ça va trop loin, parce qu'on le voit, ça peut même aller jusqu'à du burn-out ou sur ce genre de choses. Là maintenant, pour terminer, on va voir une autre image, c'est celle de la marée. L'idée, c'est d'imaginer ton énergie comme une marée. Souvent, on parle de cycle en fait, et le cycle, alors on parlait des limites, mais c'est aussi en lien, c'est-à-dire qu'il y a la question des cycles. Si tu regardes la marée, parfois elle monte, parfois elle descend. Apprends à travailler avec ces flux naturels au lieu de lutter contre eux. Bon, plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on a du mal. On est d'accord. Mais là, je te mets le doigt là-dessus. Tu vois, tu prends conscience, tu commences à accéder à la prise de conscience de ça. Et si c'est pas nouveau, ok, on en parle. Et après, on va justement apprendre à faire avec ça. Donc là, ça demande de s'écouter, ça demande déjà d'en prendre conscience, mais aussi de s'écouter, de tester des choses, de s'adapter, de pouvoir justement, par exemple, il y a des moments, tu peux avoir une phase où tu as envie de rien. Tu as juste envie qu'on te laisse tranquille. Tu as envie, t'as l'impression que des fois même tu crois que t'es paresseux, mais en fait non, t'as un cycle, et à un moment donné, t'es dans cette phase down. Voilà, dans cette phase où... oh là là, ok, c'est normal. Il peut y avoir les cycles, on parle des cycles menstruels, on parle des cycles circadiens, les cycles, tout ce qui est cycle en fait par rapport veille-sommeil. Voilà, il y a tous ces cycles qui jouent en fait. Et on les voit dans la nature et on les voit en nous. Et pas que chez les femmes, mais chez tout le monde en fait. Voilà, donc c'est important que tu t'en rendes compte et que tu apprennes à les accepter en fait, à savoir qu'ils sont là. Alors il y a des gens qui seront plus sensibles que d'autres. Par exemple, tout ce qui est luminosité, si on vient sur cette idée-là, par exemple vers novembre, toutes ces périodes-là,
En fait, il y a une baisse de luminosité dans notre hémisphère, voilà, en tout cas en France. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que justement, on a tendance à être moins dedans, moins positif, beaucoup de personnes. Après, j'ai l'inverse qui arrive, mais c'est plus rare. Souvent, c'est plutôt lié à des traumas et tout. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que justement, bah là, phase de, on a du mal. Voilà. Parfois, il y a un petit regard à Noël, les gens sont contents, mais plutôt parce qu'il y a une sorte de bonne ambiance. Mais en réalité, c'est pas forcément les moments où on est toujours plus productif, quoi. Donc, c'est pas grave, c'est comme ça, ok, bah voilà, on le prend en compte. Et il y a des gens qui savent qu'en décembre, par exemple, j'en ai entendu dans l'entourage, en décembre, ils ne font rien, ou ils font très peu. Ben, alors, au début, on n'a pas toujours le luxe de se le faire, hein. Moi, par exemple, il y a des périodes où je sais que, voilà, j'avance parce que là où on en est, on peut plus ou moins. Là, j'ai mis en place des nouveaux projets, donc c'est pour ça. Et j'aurais très bien pu rester sur mon premier projet et me dire, tranquille, je fais rien du tout, parce que je pourrais. Mais j'ai envie de développer d'autres projets. Donc, bah ok, je me fais des phases où je fais rien, mais j'ai envie de bosser à des périodes où d'autres vont peut-être pas bosser. Et peut-être que plus tard, je me dirais, bah je bosserai pas à cette période-là, j'ai bossé, voilà, je vais pas forcément travailler comme je le fais aujourd'hui. Mais comme je suis dans une étape où j'ai envie de créer autre chose, de mettre en place des nouveaux projets, étape par étape, hein, voilà, j'en mets un là en place. Et bah qu'est-ce qui se passe justement? Bah je travaille un peu plus. Mais plus tard, je pourrais très bien me dire, non, c'est bon. Là, ça y est, cette période de l'année, il y en a, ça va être l'été, hop, je mets rien. Juste pour moi, juste pour me détendre. Et il y en a qui adorent travailler tout le temps, hein, donc voilà, du moment que c'est pas, ça vire pas à l'hyperactivité au burn-out qui est délétère pour la personne, voilà, pourquoi pas, vraiment. Donc l'idée c'est de se dire qu'il y a des cycles. La vie et notre quotidien est une succession de cycles. Il est normal d'avoir des coups de mou, des phases où l'on avance différemment, comme voilà avec la luminosité, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Quand on est fatigué, quand on a plus d'hypersensibilité aussi, ça joue. On le voit chez les personnes qui ont aussi tout ce qui est autour des troubles du spectre autistique. J'ai des personnes que j'accompagne qui sont plus sensibles aussi. Ça peut être aussi à tout ce qui est de l'ordre du changement, l'adaptation. Voilà, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Et quand c'est comme ça, on a plus de mal. Voilà, on se connaît à force parce qu'en fait, souvent quand on se compare, on revient à la comparaison de tout à l'heure, on voit qu'en fait, on a l'impression que tout le monde est à fond. Mais en fait, si on regarde bien, déjà, c'est que ce qu'on y voit. Et en fait, si on regarde bien, même encore, dans le lot, c'est pas vrai pour tout le monde. Et puis tout le monde, on a tous plus ou moins nos galères, en fait, hein, clairement. Donc, mais on va pas. En fait, la différence, c'est qu'on va apprendre à pas focaliser que là-dessus. Qu'on va apprendre à, on disait danser sous la pluie, mais à surfer sur la vague, quoi. On sait, ok, voilà, là, j'adapte. Et après, si on voit qu'on a besoin de certains déclencheurs qui nous aident à nous y remettre, ok, on les utilise. Et moi, je les utilise aussi de temps en temps quand je vois que j'ai un coup de mou et que je dois quand même avancer. J'accélère, je ralentis un peu, mais je me remets comme ça des petits déclencheurs, des petits facilitateurs, on va dire plutôt, qui aident justement à s'y remettre. Voilà, tout en adaptant. Et ce qui se passe, c'est que, donc, ok, coup de mou, normal. Les phases où on avance différemment aussi, c'est normal. Ou des phases où on revient plus vers soi. Ça fait partie du processus. S'ils sont trop forts ou durent trop longtemps, tu peux, dans ces cas-là, ouais, voir pour te faire aider en fait. Hein, clairement, ça peut être nécessaire. Les gens qui vont faire une phase, par exemple, voilà, on le voit même dans les cas de dépression, mais ça peut être aussi des phases où on pédale dans la semoule en fait. Hein, voilà. Et souvent, un petit coup de mou, ça passe plus vite et mieux si tu ne t'en prends pas à toi-même. Voilà. Souvent, ce qui rajoute en fait, c'est pas que la situation. En fait, c'est la perception de la situation. Ok, là, par exemple, si je prends un autre exemple, j'ai pas eu ce que je voulais, tel ami est pas venu comme prévu me voir. Comment je prends la situation? Si je me dis, ok, ça arrive, moi, en plus elle m'a expliqué pourquoi, bon je vais en profiter pour faire autre chose. Et moi par exemple, avant quand les personnes faisaient des lapins ou venaient pas, alors j'ai quand même un cadre, hein, j'ai quand même des limites, j'explique des choses, mais en réalité, et je dis pas que je suis tout le temps ravie quand ça se passe souvent, mais ce qui se passe, c'est que avant je me disais, voilà, on a tendance à râler quoi. Et en fait, après on se dit, c'est pas grave, je fais autre chose. Je vais faire autre chose en attendant, je vais me reposer, je vais avancer, je vais regarder même pourquoi pas un truc que j'ai envie de voir. Et justement, on apprend à faire avec et ça fait une différence. Quand l'ami vient pas, on peut se dire ok, on se verra une prochaine fois. Bon, ça arrive, moi aussi ça m'est arrivé une fois, je le comprends.
On le prend pas pareil que si on se dit ça m'énerve, c'est tout le temps pareil, je vais pas m'en sortir, elle ose me faire ça, ça se trouve c'est juste d'ailleurs qu'une fois. Et si c'est trop souvent, tout le temps, et que là par contre ça va pas dans le sens de vos limites, bah, effectivement, ça peut être intéressant d'en parler. Parce que ça veut dire que ça ne correspond pas à votre fonctionnement et que quand c'est comme ça, c'est intéressant que l'autre soit au courant quand même. Voilà. À suivre, ça a encore d'autres aspects presque relationnels pour le coup, mais c'était vraiment la question dans le gros, effectivement, que la façon dont vous prenez la situation va faire une différence. Donc pareil, quand tu as des hauts et des bas, la façon dont tu vas voir cette question de cycle, en fait, ça peut faire une différence. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, pour que tu puisses être plus fort de ça aussi pour la suite. Donc, je vais te donner un petit rappel des points clés. Donc déjà, inspire-toi des personnes qui, comme Brené Brown, ont tendance à plutôt valoriser l'authenticité. Donc c'est pas l'authenticité parfaite, hein, on n'en est pas là, mais vraiment de se dire ok, petit à petit, à mon rythme, je vais plus partager comme je suis en fait. Voilà. Sois toi-même dans les interactions et les décisions. Si tu as du mal au début, on est beaucoup là-dedans, bah tu fais au mieux. Et puis plus tu vas, en fait, tu peux te voir comment tu fonctionnes avec les gens à qui tu es à l'aise. Tu peux aussi, il y en a par exemple, ils vont être plus à l'aise au début en se prenant un avatar sans se montrer. Et puis ils vont avoir une occasion et hop, ils vont davantage oser montrer des choses qu'ils n'avaient pas montrées. Après, voilà, faut voir ce que tu décides, où tu poses tes limites, bien sûr. Consacre du temps à renforcer ta confiance intérieure. Petit à petit, voilà, ça prend des années, hein, ce genre de choses. Si tu veux vraiment la travailler à tous les niveaux, maintenant ça peut prendre quelques jours, quelques semaines pour commencer le travail, on va dire, qui commence déjà à dépoussiérer tout ça. Remplace les pensées négatives, donc celles qui ont plus tendance à te descendre, ou la perception des situations qui va être faite de façon, on va dire, négative, par des affirmations constructive, positive en tout cas, mais plutôt constructive, qui t'aide à voir les choses sous un autre angle. Prends conscience quand tu te compares aux autres en fait, parce que on le fait souvent en fait. Transforme la comparaison en une source de motivation constructive, et aussi à un moment donné tu vas voir, tu vas pouvoir revenir davantage sur ce que tu fais plutôt que de passer du temps à te comparer. Concentre-toi sur ton propre jugement et tes convictions. Tu verras que c'est là que il y a énormément de richesse aussi dans ton histoire, dans tes points de vue, dans ton parcours, dans tout ce que tu as, quoi. Et c'est là où en fait on s'en fout de se comparer parce que c'est pas l'idée, quoi. L'idée c'est juste ouais, petit à petit te concentrer là-dessus, de te découvrir, de voir comment tu es, comment tu fonctionnes. C'est hyper intéressant. Poursuis tes idées, même face au scepticisme. Je sais, c'est le petit point qui est pas évident non plus, mais en fait, il y a la chanson Laisse parler les autres, c'est vraiment ça. De temps en temps, j'aime bien l'entendre, c'est une chanson qui existe, qui est sortie il y a plusieurs années. Et sinon, c'est vraiment, souviens-toi en fait que ça parle plus d'eux que de toi. C'est eux qui font des projections. Et s'il y a des points qui reviennent beaucoup, allez, ok, pourquoi pas, on en parle, on voit ce qu'il en est. Mais attention quand c'est quelque chose qui va pas être aidant, quand c'est quelque chose qui va pointer du doigt sans que ça soit constructif, voilà. Donc, mais en tout cas, même si on est sceptique, le bon scepticisme, c'est une chose. Je suis sceptique, je veux voir comment ça fonctionne. Ok. Je suis sceptique, ah non, je vais pas le faire parce qu'on m'a dit que c'était nul. Ah ouais, bah là, t'as pas ta réponse en fait. C'est pas ta réponse, c'est sa peur. C'est clair? Voilà, donc ça, intéressant aussi de se le dire. Observe comment des personnes comme par exemple Tim Ferriss gèrent leur temps, ou d'autres personnes comment elles gèrent leur temps. Attention, comparaison, mais quelles sont les techniques? Est-ce que ça m'intéresse de tester ça? Est-ce que ça marcherait pour moi? Je vais voir, je teste, je fais le bon scepticisme, je vois ce qui se passe. Ça, c'est Olivier Roland qui parle beaucoup du bon scepticisme et c'est intéressant parce que pareil, c'est toujours dans l'esprit de tester, constructif, voir ce que ça donne. Voilà, pas tout en même temps, c'est sûr, mais voilà. Évite l'hyperactivité. Si tu as tendance à le faire ou que c'est dans ton fonctionnement, c'est encore autre chose. Tu peux apprendre justement à vivre avec de façon, on va dire, plus sereine. Et trouve un équilibre entre travail et repos. Tu as le droit de te reposer. Et ça aide aussi. Le muscle, s'il a pas de repos, de juste se contracter, ça va pas être bon, en fait. Voilà. Donc, finalement, ok, travail et repos. Et si tu adores travailler, profite. Et si tu as pas envie de travailler par période, pense au cycle.
J'en ai parlé. Je termine là-dessus d'ailleurs. Sois attentif aux fluctuations de ton énergie et de ta motivation. Puis la motivation, c'est un des aspects qui dure pas. En fait, faut trouver des, comme je parlais tout à l'heure, des déclencheurs, quoi, des facilitateurs. Ça nous motive et on peut apprendre vraiment à lui permettre de revenir, mais tout doit pas se faire que sur la motivation. Et l'énergie est hyper importante d'ailleurs là-dessus. En fonction de l'énergie, il y aura plus ou moins d'actions et les actions seront plus ou moins efficaces. Adapte ton rythme de travail pour être en harmonie avec tes cycles naturels. Voilà, et puis on reviendra plus tard parce que l'énergie, pareil, c'est important. Ça fait partie des aspects où c'est les pensées, mais c'est plus large que ça aussi. Voilà, il y a tout ce qui est alimentation, mouvement, voilà, tout ça, on pourra revenir là-dessus. En appliquant ces conseils, les entrepreneurs, donc toi parmi ceux-là, peuvent renforcer leur confiance intérieure, éviter les pièges de la comparaison et de la recherche d'approbation externe et travailler de manière plus harmonieuse avec leur énergie personnelle. Voilà, donc si cet épisode t'a parlé, bah je te dis déjà bravo parce que tu l'as écouté et que le but c'est justement d'aller au-delà de ces difficultés que tu peux vivre, que ça soit sensible ou hypersensible aussi. Tu as exploré le territoire de la confiance intérieure, hein, donc maintenant vu que si ça t'a parlé, n'hésite pas, tu peux mettre 5 étoiles, ça nous aide à partager le contenu avec plus d'entrepreneurs, qui soient hypersensibles ou pas d'ailleurs, et rends-toi au prochain épisode où on démystifiera le mythe justement de l'hyperactivité, et surtout n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.